Voilà, il est pile 12h30 et nous sommes contents de vous retrouver en ce début de semaine. Nous sommes déjà le 9 septembre. Nous avons avec nous, comme d'habitude, Imanius. Bonjour. Bonjour Danick, bonjour à tous. Elle est une couleur inhabituelle, mais enfin. Oui, c'est un logo là. Non, pas vraiment. Ah, d'accord. Bien. Vraiment. Dans un instant, on va recevoir Olivier Rama, il est président de Tutsigram et du groupe Caraïbes avec lui. On va faire le point puisque l'actualité indo-guadeloupéenne a été très importante pendant les semaines passées. Donc, on fera le point avec lui sur tout ce qui s'est passé, ce qui revient, qui a à venir. Catherine Romuald, directrice adjointe de l'insertion au Conseil général, sera avec nous vers 13h. Linda Gobindos aussi. Et on va recevoir Nancy Duflo, notre nouvelle chroniqueuse. Elle fera sa chronique qui s'appelle C'est tout comme. Non, c'est de la com, oui. Oui, c'est de la com. Et Anansa Devouton sera aussi avec nous. Voilà un petit peu le sommaire. Merci encore d'être aussi nombreux tous les midis, d'être en Guadeloupe. Alors, nous avons des gens qui sont partis en France hier soir. Dis-moi, dis les gens en France bonjour. Alors, les gens en France bonjour, on sait que ça arrête aussi pour eux autres, mais ils prient en Guadeloupe parce que les prix qu'ils ont payés en Guadeloupe, pas les prix qu'ils ont payés en France, ce ne pas les prix qu'ils ont payés en Guadeloupe. Donc, en bas, des autres, voyons pas qu'il ait ni de l'eau, ni yaourt pour les Guadeloupéens, mais enfin, il y a un combat qui a commencé en Martinique qui semble progresser. On verra un peu si les prix vont réellement baisser. Inman News, les news, rapidement. Justement, on va parler de la vie chère et du deuxième rassemblement qui a eu lieu ce dimanche à Leclerc-Gosier, donc organisé par le Rassemblement de la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes. On va pouvoir justement voir ces actions qui ont été mises en place. Capesterre Bello sera à l'honneur avec sa centenaire, Madame Beuve, qui a fêté ses 106 ans. Voilà, l'occasion de pouvoir célébrer cette femme au fort caractère. On parlera aussi de la romancière Gisèle Pineau qui a été reçue sur la ville de Capesterre. Une soirée a été mise à son honneur pour pouvoir partager, échanger, découvrir ses sources d'inspiration. Et il sera aussi question de la rentrée d'une éducation qui a fait justement son rassemblement pour pouvoir discuter des perspectives de la rentrée. Voilà pour... Alors, normalement, on devrait aussi parler du village des associations, puisque Stéphane était sur place. On devrait voir son reportage. On attendra un petit moment. Alors, on a commencé tout de suite avec la vie chère et puis on revient vers Olivier. Voilà, donc une nouvelle mobilisation a eu lieu ce dimanche au Leclerc du Gosier pour manifester contre la vie chère. C'était l'occasion de justement manifester et Olivier Moradel était parmi eux pour voir cette délégation qui s'est rendue sur le Gosier. J'ai fait le déplacement depuis Capesterre parce que je suis d'accord avec cette réalité, c'est cher. Maintenant, même si je ne vis pas dans ces enseignes, je n'y vais pas, c'est pas là que je fais mes courses, mais je suis quand même là parce que la population a décidé de faire quelque chose. Voilà, j'ai toujours fait ça, ça a toujours été logique et évident pour moi, donc je suis là aujourd'hui. Il faut qu'ils alignent leur prix au prix de l'Hexagone et qu'ils revoient leur marge commerciale, parce que c'est dans la marge commerciale qu'il y a le problème. C'est la rentrée scolaire, on demande des packs de feuilles pour les enfants, 10 sur un pack de feuilles, il n'y aura pas de feuilles à la rentrée. Voilà. On se fout vraiment de nous. Honnêtement, les dirigeants de la grande distribution, ils nous prennent pour des imbéciles quand ils nous font croire que tout le monde fait du profit sauf eux. Alors nous, on exige la levée du secret des affaires et du secret bancaire, qu'ils disent leur marge. Pourquoi ils ne disent pas leur marge? C'est cher, ça représente une belle part pour les courses et puis voilà. Sur le salaire. On peut faire quelque chose petit à petit. Et puis, j'espère que tout le monde se rassemblera pour anticiper parce que pour moi, c'est une belle chose. On n'a qu'à continuer comme ça en fait. Ceux qui ont compris ça, on continue dans cette direction-là et on fait ce qu'on a à faire. Voilà. Ceux avec qui ça résonne à l'extérieur, qui ne sont pas encore motivés, qui n'y pensent pas, qui sont pas encore, qui se sentent pas, et bien à force de voir, je pense que ça finira par matcher. Ils viendront aussi et puis les choses auront plus d'impact. Alors Martinique, il faut le dire, Dillon était bloqué, la Galéria aussi, depuis pratiquement une semaine. Le mouvement qui s'est installé avec le R, comme ils ont bloqué hier. Et il y a eu un premier début de négociation qui a échoué. C'était hier, l'équipe Ayotte est venue, mais ils ont refusé la négociation parce qu'ils ne voulaient pas être filmés. Alors, ils avaient prévu de faire une réduction de 20% jusqu'à novembre. Bien évidemment, le mouvement qui est en place n'a pas accepté. Et donc, pour l'instant, les bulletins sont bloqués. Alors, il faut quand même dire que ce mouvement
contre la vie chère un petit peu particulier, puisqu'ils ne veulent pas de syndicats, ils ne veulent pas de parti politique, ils veulent rester entre eux. Et peut-être que ça va causer un problème à certains moments, mais une occasion, on revient sur ça, puisqu'on va en parler. Je vous l'ai dit, on reçoit Olivier Ramaille, il est président de Tutsigram et aussi du Gopio Caraïbes. C'est un activiste de la communauté indo-guadeloupéenne, ou guadeloupéens, les Indiens d'origine les Guadeloupéens d'origine indienne, parce que j'en vous dis, parce qu'il y a plusieurs dénominations. Olivier, merci d'être là. Alors, première chose, sur la dénomination, qu'est-ce qu'on dit? Indo-guadeloupéen ou guadeloupéen d'origine indienne? Il faut choisir un moment. Hein. Oui, il faut choisir. Bon, je dis bonjour tout d'abord à la Guadeloupe et je vais commencer par dire ce serait mieux de dire les Guadeloupéens. Les Guadeloupéens, bon, d'accord. Donc, où sont les Guadeloupéens? Non, ça, c'est clair. En sont Guadeloupéens, profondément Guadeloupéens. Oui, donc, il est important de le noter parce qu'on a tendance à très souvent de faire des micro-groupes au sein de la société guadeloupéenne. Donc, mais il faut le rappeler, nous sommes des Guadeloupéens. Donc, il n'y a pas d'histoire de communauté indienne de la Guadeloupe? Surtout pas le mot communauté. Oui. Donc, à la limite, pour parler d'origine, on peut dire effectivement indo-guadeloupéen, certainement. Oui, oui. Mais histoire de communauté guadeloupéenne, moi, personnellement, je me bats contre ce mot. Guadeloupéen, bien. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a une actualité assez importante au niveau de la Guadeloupe, hein, à la visite de l'ambassadeur. Il était venu il n'y a pas longtemps, il est revenu. On a parlé de la nomination d'un consul. Alors, est-ce que, Olivier, pourrait nous expliquer un peu pourquoi tout ce mouvement? En fait, déjà, on s'est largement eu là-dessus au mois de janvier 2024, justement suite à sa visite au mois de décembre. Donc, comme je vous l'ai rappelé, il y a eu pas mal d'annonces au mois de décembre et on est passé dans une situation plutôt actentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État de l'Inde a validé, par exemple, la carte OCI. Donc, tout le monde on en a parlé au mois d'août. Oui. Donc, alors, il faut expliquer pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que la carte OCI. La carte OCI, qui est un document qui va donner un justificatif à tout indo-descendant, justement, de leur origine venant de l'Inde. Oui. Tout simplement. Donc, cette carte va leur permettre, en fait, d'aller, venir en Inde, mais bien entendu aussi leur permettre de leur donner quelques droits, mais tout en sachant qu'il y a des restrictions. Donc, il ne faut surtout pas mélanger cette carte avec une carte... c'est pas un passeport. C'est pas un passeport, oui. Comme beaucoup l'ont pensé, comme beaucoup le font véhiculer. C'est pas un visa non plus. C'est pas un visa et c'est pas un passeport. C'est simplement un document qui va reconnecter ces Indiens à leur origine, tout simplement, parce qu'ils ont été coupés de l'Inde pendant 170 ans. Alors, un Guadeloupéen qui vit ici, qui est comme moi, comme Iman, comme etc., comment il fait pour prouver la nécessité d'avoir cette carte? La nécessité de l'avoir, comment il peut prouver ça? Il peut prouver tout simplement son état civil. Mais il faut aller faire les recherches à l'état civil de sa commune, et ici il faut aller au-delà, il faut aller aux archives départementales où on est très bien reçu, je peux le dire jusqu'à aujourd'hui. Donc les recherches que nous avons pu réaliser ont démontré que ce sont des personnes très avenantes par rapport à cette situation-là. Alors, et combien que ça va coûter pour cette carte? En fait, l'État de l'Inde nous demande aujourd'hui une moyenne de 350 €. Mais en fait, ce que ça peut coûter, ça peut aller un peu plus parce qu'il faudra faire traduire ces documents par une personne assermentée, en anglais, bien entendu, pour pouvoir faire les démarches. Si vous ne pouvez pas faire vos démarches seul, il faudra vous faire accompagner. Donc, naturellement, il faudra trouver quelqu'un qui puisse faire les démarches à votre place. Donc, vous en connaissez, des personnes qui font des recherches d'affiliation, qui viennent très souvent ici, pour ne pas les nommer. Donc, mais cela existe. Donc après, c'est à tout un chacun de voir midi à sa porte. Il y a déjà des Guadeloupéens qui ont déjà cette carte d'OCI? Oui, vous connaissez le président Elie Italo, il a déjà sa carte, mais c'était bien avant cela. Donc, mais il faut savoir que jusqu'à présent, là, on a pu instruire une douzaine de dossiers pour l'instant. Oui, donc, le temps que la machine puisse se mettre en place, bien entendu, ça ira crescendo, à mon avis. Alors, une autre question, je devais être au courant, c'est qu'il y a eu un appel à projet par rapport à justement les Guadeloupéens d'origine indienne. Vous êtes au courant, j'imagine, pour les associations?
Oui, effectivement, il y a un appel à projet où effectivement, que personnellement, enfin, dans le cadre de notre association, nous avons tenu à répondre aussi à cet appel au niveau de la région Guadeloupe. Donc, que nous saluons le travail, bien sûr. Donc, c'est vrai que cet appel à projet ne suffisait peut-être pas à beaucoup ou à tout le monde, mais en tout cas, il y a même des retardataires, d'après ce que j'ai compris. Comment? Il y a des retardataires, d'après ce que j'ai compris. En ce qui nous concerne, moi, j'ai déposé mon dossier avant le 5 août. Oui, donc, s'il y a des retardataires, ça existe partout. Donc, après, en tout cas, moi, en ce qui nous concerne, nous avons pris toute notre part dans le cadre de cet appel à projet et qu'il va falloir honorer et faire montre de grandiosité au travers des attentes de la région, mais des attentes aussi de la population guadeloupéenne. Mais oui, parce qu'en fait, cet appel à projet, c'est pour montrer quoi? En fait, c'est un appel à projet ciblé sur l'arrivée des Indiens, 170e anniversaire de l'arrivée des Indiens. Oui. Donc il faut savoir, enfin nous, en tout cas, Tolsiram Groupe Caraïbes, nous avons présenté un projet autour de l'arrivée de la Diwali, donc la Diwali au cœur des 170e anniversaire de l'arrivée des Indiens. 170e qui sera en décembre, c'est ça? Qui sera en décembre, mais on considère que l'année, c'est toute l'année. Vous imaginez s'il y a 30 associations qui doivent répondre à un projet le 24 décembre, je pense que celui qui serait attributaire va se retrouver tout seul parce que les autres n'iront pas. Oui. Naturellement. Alors l'autre question que je pose, que je vous ai déjà posée, mais qui se posera toujours, quand est-ce que naîtra la fédération? Comme vous m'avez déjà posé cette question. Oui, mais on peut poser chaque fois me l'a posé. Oui. Parce que ça devient nécessaire et indispensable. L'année dernière, en fait, vous avez posé la question de l'ambassadeur. Oui. On va y revenir tout à l'heure. Oui, je sais très bien, mais ça en fait partie. Ça en fait partie parce que la question réelle qu'il faut se poser, pourquoi un État de l'Inde qui se présente aussi puissant dans le monde aujourd'hui, qui se présente parmi les pays les plus peuplés dans le monde, si ce n'est pas le plus peuplé, le 5e puissance économique mondiale, pourquoi lancer ses projecteurs sur un petit caillou comme la Guadeloupe? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Alors, réponse. Mais il faudrait demander aux instances de l'Inde. Mais ce dont moi apprendre Mrs. Andonis, moi apprendre Brelette, pas compter vache. D'accord. Donc, ceci dit, on est dans une situation, il faut se poser cette vraie question-là. La vraie question, c'est de savoir que aujourd'hui, si ils arrivent à jeter leurs projecteurs chez nous, jeter leurs encres chez nous d'ailleurs, c'est que nous avons pu faire montre justement d'unité. Même si nous parlons de plusieurs voix, nous avons pu faire montre d'unité face à cet État qui monte en puissance. Donc ça, c'était la force de Tolsiram Groupe Caraïbes. C'était de pouvoir fédérer. De pouvoir fédérer depuis 2 ans, nous travaillons justement à ce sujet, que nous avons pu faire pas mal de réunions en ce sens. Donc j'ai eu à rencontrer plusieurs présidents d'associations, de telle manière à ce que nous puissions présenter des projets d'ordre collégial. Voilà. Donc cela répond. Donc la fédération est dans l'air, c'est ça? Je ne veux pas dire que la fédération est dans l'air, mais en tout cas, c'est un chemin qui sera long, mais je pense qu'on voit le bout du tunnel et il va falloir continuer à y travailler. Donc, j'en parle souvent à M. le président Elie Sitalou, avec M. Peter Permal. On s'est réunis en ce sens et avec des bénévoles aussi d'autres personnes. D'ailleurs, je crois même que vous étiez invité à la dernière réunion que j'ai réalisée. Donc, jusqu'à aujourd'hui, quand Tolsiram fait et Groupe Caraïbes, nous faisons de telle manière à créer une émulation autour d'une conscience collective. Oui. M. Ramaï n'est jamais venu ici pour parler de lui. M. Ramaï n'est jamais venu pour parler généralement des actions Tolsiram Groupe Caraïbes. Le plus souvent, nous sommes dans la conscience collective. Nous œuvrons justement pour cette unité-là, pour pouvoir, sachant que tout un chacun a ses différences qu'il faut tenir compte. Oui. Donc c'est un exercice assez difficile. Olivier Ramaï, vous l'avez dit tout à l'heure, l'Inde s'intéresse à la Guadeloupe, parce que dans la Caraïbe, il y a Trinidad où il y a une communauté très importante, le Suriname, Guyana, etc., s'intéresse à la Guadeloupe. Et donc, la nomination d'un consul en Guadeloupe était nécessaire pour l'Inde aujourd'hui? La preuve en est, comme je vous ai dit juste avant, que nous avons pu montrer
un phénomène de masse, une India mania entre guillemets, autour, mais bien sûr, India mania, autour justement, qui s'est régionalisé, qui s'est nationalisé, parce que nous avons vu toutes nos manifestations ont été prises à bras le corps par le conseil départemental, par le conseil régional. Donc nous sommes sortis justement du territoire guadeloupéen, nous sommes sortis enfin même pas du territoire, de la cour indo-indien de Guadeloupe. C'est-à-dire que cette affaire prend des proportions quand même d'ordre étatique et d'ordre quand même international. Mais oui, mais alors, au fond, le problème de fond, quand il y a un ambassadeur, c'est que, bon, bien sûr, c'est pour faciliter les transferts, etc., etc., mais au niveau économique, est-ce que ça y a un apport pour la Guadeloupe? Parce que souvent, on me dit qu'il y a deux façons de voir la question indo-guadeloupéenne ici. Il y a une question culturelle et cultuelle, et puis il y a une question économique. Alors, un ambassadeur, c'est pour les deux, ou bien c'est uniquement pour la question économique? Il faut savoir que, en fait, pour ma part, la question culturelle n'est jamais très loin de la question économique, en filigrane en tout cas. Donc, quand nous avons des ambassadeurs qui viennent ici, chez nous, il y a cette connexion qui est forte. Parce qu'en Inde, il y a une connexion qui est très très forte par rapport justement à sa culture et à sa foi. Donc l'Inde, par rapport à sa politique du soft power aujourd'hui, et naturellement recherche des connexions fortes au travers de la culture et de ce que nous véhiculons depuis des siècles. Donc il est important de le mettre en lumière. Nous sommes une mémoire vivante de l'Inde. Donc il est naturel que l'Inde, pour ma part, vienne se ressource chez nous et puis il voit justement une rencontre un peu entre guillemets gagnant-gagnant. Oui. Mais vous n'avez pas répondu à la question. Au niveau économique, est-ce qu'on peut penser mais au niveau économique, mais au niveau économique, c'est tout à fait normal que pour nous, que ça aille dans les deux sens. C'est normal que les investissements se fassent du côté de l'Inde, mais bien entendu, du côté de la Guadeloupe aussi, bien entendu. Oui. Donc, j'ai ouï dire qu'ils voulaient justement participer à la construction de centres culturels. Qui se trouverait quelque part de l'est de la Guadeloupe. Donc c'est déjà un apport économique, si je m'entends bien. Donc on n'a pas pris à la légère les informations qu'ils ont pu donner par rapport aux annonces qu'ils ont dû faire. Donc il est très important de prendre aussi ce genre d'annonce concernant les investissements. En tant que Gopio, tu as eu l'occasion individuellement de discuter avec l'ambassadeur? Oui, j'ai eu l'occasion personnellement. Vous avez vu à l'image où ils étaient justement dans le temple de Siram, Sitaram, donc chez moi particulièrement. Donc on a eu l'occasion de discuter par rapport à un certain nombre d'événements et aussi aux événements futurs, mais ce qui s'est passé et le pourquoi et le comment de la situation d'aujourd'hui. Parce que, comme je dis, il a fallu aligner les astres pour qu'on y arrive. Oui. Alors, je ne sais pas s'il faudra vérifier l'information. On me dit que cet ambassadeur, bientôt, il ne le sera plus. Oui, comme je l'ai entendu chez vous, il n'y a pas si longtemps, les ambassadeurs, ça vient. Ça va et ça vient. Voilà, oui. Je l'ai entendu chez vous. Hein. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est tout à fait normal. Que M. Maudit l'a rappelé, et puis finalement... Non, mais le plus important, c'est que quand cet ambassadeur dit en 4 ans de mandature, ce qu'il a à retenir précisément, c'est sa venue en Guadeloupe en décembre 2023 quand il a été reçu par tout le Siram. Oui. Et ça, je le remercie de l'avoir répété et l'avoir dit à plusieurs reprises parce qu'il est important. C'est important pour notre association et c'est l'occasion aussi de remercier l'ensemble des adhérents qui œuvrent en ce sens tous les jours pour une question d'hospitalité bien, entre guillemets, à la guadeloupéenne. Alors, je vais vous poser une question qui vous concerne directement, puisque en tant que président de toute Siram et de Gopio, l'année dernière, vous avez fait une grande fiesta, on va dire, ça s'appelle Diwali, pour les gens qui ne savent pas. J'imagine que c'est bis repetita, cette année, vous remettez le paquet? Oui, parce que l'année dernière, on a eu l'occasion d'œuvrer sous le haut patronage de l'ambassade de l'Inde. Donc, très souvent, on l'oublie. Donc ça rappelle, et je le dis, ça rappelle une certaine implication de l'ambassade justement dans les affaires de la culture guadeloupéenne. Donc cette année, bien entendu, nous avons l'intention parce qu'aujourd'hui
L'ambassadeur, il est déjà parti, il sera peut-être plus là au mois d'octobre. Mais il ne reviendra pas pour la non, Diwali. on aura certainement un contingent, mais pas venant de lui. Mais il y aura, enfin, je pense avoir un contingent pour le mois d'octobre. Mais il faut savoir. Donc, on réserve quand même pas mal de surprises. L'année dernière, je vous ai dit, on a eu comme invité principal Gandhi International. Donc, on était au patronage de l'ambassade de l'Inde. À l'habitation de Zevalos. C'est un choix de faire ça en moule, monsieur? Non, mais c'est hautement symbolique. Vous savez, quand Tulsi Ram œuvre justement pour pouvoir, après 170 ans, faire un ambassadeur venir sur une plantation où ont travaillé les Indiens, indo-descendants, comme vous avez si bien dit, qui plus est, leur attribuer... À cette époque-là, ils n'étaient pas encore indo-descendants, ils étaient indiens tout court. Ils étaient indiens tout court. Oui, oui. Ils étaient indiens tout court, mais tout en sachant que même ils n'étaient pas sujets anglais. Oui. Donc c'est hautement symbolique tout ça. C'est hautement symbolique dans le sens où aujourd'hui, cette habitation, c'est le théâtre justement de la culture vivante de la Guadeloupe. On est là justement pour pouvoir mettre en lumière, donc dans le cadre de cette Diwali, nous allons pouvoir mettre en lumière pour l'ensemble de la population guadeloupéenne, donc des moins jeunes et des plus âgés, qui puissent nous accompagner, parce que cette année nous avons un thème particulier. Au-delà de l'anniversaire de l'arrivée des Indiens, nous avons un thème particulier qui est la nature. La nature, parce que nous avons un partenariat notamment que nous avons signé avec Élite Écologie. Élite Écologie de telle manière à nous accompagner pour pouvoir faire des actions, mener des actions d'ordre écologique sur le plan local, dans les écoles, en termes de nettoyage de quartier. Donc nous avons un ensemble d'événements. Donc quand on parle de lumière, je parle aussi de nettoyage, je parle aussi de propreté, je parle aussi de la propreté dans la tête, dans le cœur, mais aussi dans notre façon de faire de tous les jours. Donc il est important que toutes les strates de la société soient au même niveau, puissent œuvrer justement pour notre planète. Donc, Tulsi Ram prend soin de son pays, Tulsi Ram prend soin de sa Guadeloupe, et Tulsi Ram va encore œuvrer et va aussi faire de la pédagogie en ce sens. Donc, dans le cadre de cette Diwali. Au-delà de cela, donc, nous aurons une parade, comme d'habitude, démentielle. Démentiel, parce que nous aurons par exemple avec nous les destriers du Nord cette année. Donc les destriers du Nord, c'est pas moins de 6 ou 7 cavaliers à cheval. Donc nous allons mettre quand même les ingrédients qu'il faille, de telle manière à honorer nos ancêtres, parce que 170e anniversaire, ça ne se fête pas tous les jours. Donc nous serons certainement accompagnés par le conseil départemental qui nous ont déjà donné un accord. Donc aujourd'hui, nous mettons tout en œuvre justement pour pouvoir faire quelque chose d'exceptionnel. Alors, vendredi, Mademoiselle Gopoul est partie à New York pour le Miss India International. Je suppose que vous l'avez soutenu un petit peu quand même? Oui, bien entendu. Vous savez, en fait, nous soutenons quand nous pouvons. Il ne suffit pas de soutenir simplement dès qu'il s'agit d'une affaire indo-indienne. Donc nous soutenons notamment Miss Monde Guadeloupe il y a un an, c'était ma fille. Donc vous savez, donc nous nous inscrivons à tous les niveaux, donc avec M. Nandan. Donc je tiens à le préciser parce que notre politique, c'est justement de rester Guadeloupe. Donc nous investissons dans toutes les structures qui concernent la Guadeloupe. Pas forcément une histoire de Miss de chez nous. On aura l'occasion de vous donner un sujet pour vous soutenir ici, mais enfin on en parlera plus tard. Un dernier mot, de toute façon, le 26 octobre, donc Diwali, on a reçu Madame Nagapin, qui est la seule Bharatanatyam danseuse de la Guadeloupe. Elle sera, j'imagine, Diwali. Oui, bien entendu. Comme j'ai reçu son invitation, comme naturellement elle recevra mon invitation. Donc elle est une danseuse, il faut la saluer aussi pour le travail qu'elle fait depuis des années. Danseuse de Bharatanatyam, pour être plus exact dans
le terme. Donc il y en a d'autres qui œuvrent en ce sens. Mais alors, le niveau qu'elle développe, quand même un niveau quand même assez... Justement, ce que j'allais vous demander, il y aura dans la Divali du Bharatanatyam ou... Il y aura du Bharatanatyam, des danseuses de Tulsi Ram. Il y aura du Bharatanatyam. Nous aurons des invités venant de la Martinique, nous aurons des invités venant de la métropole, nous aurons des invités, bien entendu, toutes les associations qui œuvrent avec nous depuis quelques années en Guadeloupe dans le cadre de la culture indienne. Donc nous aurons du Bharatanatyam, nous aurons nous aurons une séance des cours que nous allons allouer à des élèves vers le 13 novembre chez nous, à notre espace culturel Tulsi Ram. Donc non, il n'y a aucun problème là-dessus. Le Bharatanatyam existe, le Bharatanatyam est là et le Bharatanatyam progresse en Guadeloupe. Donc c'est une très bonne chose. Bien, je pense qu'avant le 26 octobre, vous aurez l'occasion de venir nous donner le programme. On ne vous demande pas le programme aujourd'hui d'Ivali. Merci d'être venu en tout cas. Et puis, continuez de travailler. Je vous remercie. Je remercie Canal 10 qui nous accompagne tous les jours. Canal 10, c'est la télévision du peuple. Donc Canal 10 et ZCL sont toujours avec nous. Il fait quoi on dit. Voilà, merci. On revient à l'actualité 12h55 rapidement. Deuxième sujet avec Ima News. Oui, on va parler. Qui sera au Bharatanatyam, non, qui sera à Divali, j'imagine. Oui, tout à fait. Oui, parce que Olivier n'a pas dit ça, mais ils sont danseuses. Elle est déjà habillée en safran. Oui, d'accord, il est en safran, d'accord, ok. Bon. Voilà. C'était peut-être pas par hasard. Oui, c'est pas. Voilà. Non, mais c'est ça pourquoi venir. Il a dit un safran. Vous comprenez le message là? Bon, ok, nous parler. Bon, on va parler de la centenaire Madame Beuve, donc de Capesterre-Belle-Eau, qui a fêté ses 106 ans. Et donc, le conseil municipal et les membres du CECAS ainsi que le maire sont venus pour la célébrer. On voit un reportage d'Olivier Moradel. Ça m'inspire pour ma mère beaucoup de grâce et beaucoup de paix et d'amour, parce que elle a failli mourir plusieurs fois, mais elle est là, hein. Elle est costaud, hein. Le lendemain, elle est vivante, hein. Je vous le jure. J'ai jamais vu une dame aussi costaud. 106 ans, un bel âge, et c'était vraiment un honneur de pouvoir partager ce moment avec Madame Beuve ainsi que l'ensemble de sa famille, venue avec le conseil municipal, les membres du CECAS, lui souhaiter un joyeux anniversaire, mais surtout comprendre aussi le secret de cette famille, puisque la sœur de Madame Beuve, qui habite à 50 mètres de là, qui elle va fêter cette année ses 103 ans, ça nous inspire, ça nous invite aussi à réfléchir peut-être à quels sont les petits ingrédients de cette recette qui leur permettent de pouvoir vivre aussi longtemps, mais surtout en bonne santé. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, on est très heureux de pouvoir discuter avec Madame Beuve et surtout voir ce beau sourire. Au début, elle était mariée, elle m'a dit qu'elle était modiste. Elle faisait des costumes d'hommes, hein. Et elle faisait aussi des vêtements pour tout le monde, hein, monsieur et madame. Et après, comme elle a eu beaucoup d'enfants, et donc elle ne pouvait plus coudre, et donc elle vendait sur les marchés, elle ramassait, tu sais, du manioc pour faire, pour faire de la farine. Elle a fait aussi des gâteaux qu'elle vendait sur les plages. Elle vendait des pistaches, des gâteaux. Oh, ma mère, elle est costaud. Voilà, il est exactement 12h58. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec notre prochaine invitée, Catherine Romuald, Linda Gobindos, et bien sûr l'actualité avec Ima News. À tout de suite. Voilà, nous sommes de nouveau avec vous, déjà 13h02. Je voulais dire bonjour sur Mme Romuald et Mme Gobindos. Mme Gobindos, bonjour, Linda, de son prénom. Vous êtes praticienne en médecine ayurvédique. Tout à fait. Oui. Vous allez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ces pratiques et comment on peut vous exercer vos talents. Mais avant, on va faire un petit retour à l'actualité avec Iman. On va revenir sur Capesterre-Belle-Eau où justement la ville a pu célébrer Gisèle Pineau lors d'une soirée pour permettre de présenter son nouvel ouvrage, de donner ses sources d'inspiration à la jeunesse ainsi que son histoire personnelle. On voit un reportage de Vianney Valverde. Le Capesterre-Belle-Eau a pris ce pari de mettre en avant le génie capestérien, ces femmes et ces hommes qui, au travers donc, de leur activité, portent haut les couleurs de la ville. Ce soir, nous avons mis à l'honneur Gisèle Pineau, un auteur connu donc, de par le monde, et c'était l'occasion donc, de pouvoir
lui permettre de revenir face à son public, à sa population, nous présenter donc son dernier ouvrage, mais aussi permettre aux plus jeunes qui étaient présents cet après-midi, donc des enfants venus des différents établissements, rencontrer cet auteur à succès. C'est aussi pour nous un moment où on arrive à lier donc plusieurs strates, tant la partie littéraire, la partie culturelle, mais aussi marier donc la transmission intergénérationnelle. Donc un grand moment d'émotion, mais surtout un grand moment de vivre ensemble. Aujourd'hui, c'est un grand honneur qui m'a été fait par M. Jean-Philippe Courtois de m'inviter et pour rencontrer ce public qui est venu nombreux. Nous avons évoqué mon histoire personnelle, mes sources d'inspiration et puis j'ai pu parler de mes grands-parents, de mon enfance, de ma jeunesse à Capesterre-Belle-Eau. Il faut savoir que Madame Pinos, c'est quand même une capestérienne, donc nous avons déjà une mise à l'honneur de la ville de Capesterre-Belle-Eau. Et surtout, à travers son œuvre, elle incite les jeunes, puisqu'elle écrit pour les jeunes, pour les adultes, elle invite à pouvoir se dépasser en matière de littérature. Et peut-être que ça fera naître des vocations à la suite. J'ai écrit 5 ouvrages pour les jeunes lecteurs. J'ai commencé à écrire ces ouvrages quand mes enfants étaient eux-mêmes au collège, parce que j'avais le sentiment qu'il n'y avait pas de livre qui leur ressemblait. Les personnages ne leur ressemblaient pas, ça se passait ailleurs, ça se passait en France, alors qu'il y a tant d'histoires à raconter. Et moi, en tant qu'écrivaine, je me suis dit, je vais écrire des histoires où les enfants de la Guadeloupe se reconnaîtront dans les paysages, dans la façon de fêter Noël ou Pâques. Il y a des petits chasseurs de crabes dans mes histoires. On tue le cochon dans un papillon dans la cité. Et voilà, il y a de l'amour, il y a de l'humour, il y a de la joie, il y a des épreuves, puisque les jeunes peuvent traverser des épreuves aussi. J'espère qu'il y a toujours de l'espoir, en tout cas, à la fin des ouvrages. Elle aura, au travers donc, de ses près de 40 ans, comme elle-même le dit, d'écriture, touché d'une manière ou d'une autre plus d'un. Et donc, nous nous souhaitons donc, de continuer à nous faire rêver, et comme je le disais tout à l'heure, à nous emmener aussi dans son monde. Voilà. Eh bien, je vous l'ai dit, on va recevoir deux femmes. Madame Romuald, qui est directrice générale adjointe de l'insertion, conseil général ou départemental, selon la formule. Et Madame Linda Gobindos, qui est donc praticienne en médecine ayurvédique. Alors, je vais vous poser la question tout de suite. Expliquez-nous un peu ce qu'est la médecine ayurvédique. Eh bien déjà, on dit aussi l'Ayurveda, on considère que c'est le système de santé le plus ancien qui existe au monde actuellement. Il a pris son origine en fait en Inde, mais c'est une médecine qui de plus en plus est en train de se propager, notamment en Occident. Il faut savoir qu'elle est très ancienne, elle a plus de 5000 ans. Et son but, c'est de nous aider, tout un chacun, à trouver un équilibre sous le plan physique, mental, émotionnel, pour avoir une vie heureuse, épanouie et saine. Donc, vous voyez que ce n'est pas juste dans le corps physique, il y a aussi l'aspect mental et l'aspect émotionnel. Donc, ça manque beaucoup à la médecine moderne. Et l'Ayurveda vient justement apporter un complément à la médecine moderne pour apporter en fait une prise en charge un peu meilleure à tout un chacun. Et comment ça se pratique concrètement en Guadeloupe? Comment vous exercez votre métier? J'ai un cabinet où je reçois du monde. Une consultation en médecine ayurvédique, ça se déroule comme un entretien, donc on va apprendre à faire connaissance avec la personne. L'idée, c'est de comprendre ce qui se passe dans le corps de l'individu et dans sa vie aussi, puisque quand on parle d'équilibre, je vous disais, c'est pas juste dans son corps. Donc si par exemple c'est une personne qui est stressée par rapport à son travail, on va donner des conseils pour l'aider à mieux gérer ce stress. Et en général, en Ayurveda, on a 5 grands axes thérapeutiques qui sont l'alimentation, les conseils en hygiène de vie adaptés à la personne et à l'environnement où la personne vit. Parce que par exemple, quelqu'un qui vit en Guadeloupe n'aura pas les mêmes conseils que quelqu'un qui vit en métropole, par exemple, puisque ce n'est pas les mêmes saisons, ce n'est pas le même environnement. On a également des préparations médicinales. Nous avons des soins corporels comme les massages. En général, c'est la partie de l'Ayurveda que tout le monde connaît, les massages ayurvédiques. Mais il n'y a pas que les massages dans la partie soins corporels. Et pour terminer, il y a l'aspect que j'appellerais développement personnel. C'est tout ce qui va nous permettre de nous reconnecter à nous, à notre essence, à notre cœur émotionnel, au fait de ressentir les choses et tout ce qui va nous permettre d'être épanouis. Et ça marche? Ça marche. Eh bien, je suis rentrée au pays, ça fait 14 ans. Je vis de mon métier à plein temps et je remercie mon peuple de m'avoir accueilli et d'être réceptif et demandeur de ce que j'ai à apporter. Oui. Et donc, on prend seulement le secteur, peut-être, on va prendre 2 secteurs rapidement.
secteur alimentaire, secteur stress. Alors au niveau de l'alimentation, est-ce que l'alimentation guadeloupéenne aujourd'hui, avec les fast-foods, etc., ça correspond à ce qu'il faut... Pas les fast-foods. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Ayurveda encourage beaucoup à utiliser ce qui existe dans notre environnement immédiat. On est très basé sur la nature. Oui. Donc, fast-food, ça n'existe pas dans la nature. Absolument pas. Donc, c'est surtout d'essayer de se rapprocher des choses naturelles et simples que nous avons déjà chez nous. Le point fort de la Guadeloupe, c'est que nous avons une belle biodiversité. Et le travail que je fais surtout, c'est de réconcilier la population avec ce que nous avons. Il y a déjà un gros travail qui est fait, mais c'est de les inviter en fait à respecter surtout les saisons. L'Ayurveda dit que la nature nous donne ce dont on a besoin dans le moment dont on l'a besoin. Par exemple, là, c'est la saison des avocats. Oui. C'est maintenant qu'il faut manger les avocats. Ça ne sert à rien de les congeler pour les manger au mois de mars. Bon. Parce que il faut les laisser grossir quand même, les avocats. Oui, mais c'est maintenant. Ça veut dire, disons, jusqu'à peut-être octobre. Oui. Parce que c'est là que notre corps a besoin justement de cette matière grasse pour nous renforcer, pour nous nourrir, pour nous rafraîchir après la saison chaude, puisque là, on termine la saison chaude, on rentre dans... Vous avez vu, il pleut, le temps commence à... Voilà. En ce moment, oui. Et là, quand on se nourrit comme ça, on se prépare à affronter la prochaine saison, qui est en fait la saison froide et sèche. Oui. Donc, on est en train de se lubrifier pour que notre corps soit robuste et fort pour affronter les vents froids, entre guillemets. Oui. Alors, l'autre fruit de l'autre saison, ce sera quoi? Mais par exemple, les mangues. Mais il y a deux grandes saisons en Guadeloupe. Il y a ce qu'on appelle l'hivernage, où on a moins de fruits. Les gens me disent souvent, on n'a pas de fruits, on n'a pas de fruits. Mais c'est souvent quand on est en hivernage qu'il y a moins de fruits. Par exemple, on va trouver juste des agrumes. À l'époque, il y avait des mandarines, des choses comme ça, du groseille. Et ensuite, quand on passe à peut-être mois de mars, on commence à avoir beaucoup de fruits. C'est là que la nature nous dit, voilà mon enfant, mange des fruits et légumes pour te renforcer, pour t'hydrater. Vous allez voir que les fruits, à partir du mois de mars, sont riches en eau. Et ils sont très, très juteux et hydratants, parce que c'est là qu'on entame le carême et que le corps va commencer à s'assécher. Alors, je vois que Mme Romuald vous relève tellement d'attention que je me demande si elle n'a pas une question à vous poser. J'ai écouté Madame avec beaucoup d'attention, en effet. N'hésitez pas, j'aime bien. Alors, le stress maintenant. Alors, le stress, la première chose que l'Ayurveda dit, puisque nous, on ne va pas juste soigner les symptômes, en fait, on cherche toujours à comprendre d'où est-ce que ça vient. Est-ce que le stress, c'est une mauvaise compréhension des situations, parce que c'est comment on va comprendre la situation qui fait qu'on va réagir ou pas? Ou est-ce qu'il y a quelque chose tout le temps qui nous déstabilise, qui nous embête? Et en fait, c'est comment faire pour trouver notre équilibre, notre ancrage, notre stabilité intérieure, pour que ce qui se passe autour de nous ne nous déstabilise pas. Donc, une des premières choses qu'on peut faire, c'est utiliser les exercices de respiration. Parce que l'Ayurveda dit que quand on arrive à maîtriser son souffle, donc respirer, je parle juste normalement, et bien à ce moment-là, notre mental s'apaise. Ça veut dire qu'on est moins sujet à être perturbé ou par notre mental. Par exemple, notre mental va dire « Ah oui, il m'a regardé comme ça, ah oui, celle-là a dit ça. » Vous voyez, ça part très vite en fait. Et quand vous arrivez à juste respirer, le mental se calme. Et ce sont des choses qu'on aurait dû apprendre à l'école aux enfants, je pense. Et beaucoup d'adultes maintenant ne savent plus respirer. On bloque beaucoup la respiration, surtout les femmes, parce qu'il faut garder le ventre plat. Donc, on bloque. D'accord. Eh bien oui, beaucoup de femmes bloquent leur ventre, mais en fait, il faut se permettre de respirer. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a aussi le sommeil qui peut aider. Quand on dort convenablement, je ne vais pas donner de nombre d'heures, puisque selon l'Ayurveda, on est tous différents. Il y en a qui ont besoin de 8 heures de sommeil, et certaines personnes tiennent bien avec 6 heures de sommeil. Donc, on est différents, mais par contre, c'est important d'aller dormir peut-être avant 22 heures, ce que très peu de personnes font. Et quand on va dormir dans cette tranche horaire, qu'est-ce qui se passe? Le système nerveux se détend beaucoup plus et il arrive à décompresser plus facilement. Tandis que quand vous dormez après 22 heures, vous êtes dans la période, selon l'Ayurveda, où il y a beaucoup de feu dans l'atmosphère et donc beaucoup d'agitation. Ça va perturber donc votre digestion et ensuite ça agit aussi sur le mental. Et ensuite, on a des plantes médicinales qu'on peut utiliser, comme par exemple, une des plus populaires dont on parle souvent ces temps-ci, c'est le pois bleu, le clitoria. Donc c'est une petite fleur qui est de plus en plus populaire, mais qui est décrite en Ayurveda depuis plus de 5000 ans. Et c'est une plante qui aide à détendre le système nerveux, à favoriser le sommeil, à développer aussi la concentration. Donc pour les écoliers qui reprennent l'école en ce moment, ça peut être sympa. Ce qui est bien, c'est qu'on peut l'utiliser au quotidien. Donc c'est une petite plante qu'on peut utiliser sous forme d'infusion. Une petite fleur, on va utiliser surtout les pétales dans un peu d'eau chaude et puis voilà. D'accord.
Question de Iman, non? En fait, on a déjà beaucoup évoqué de conseils, on va dire, pour la rentrée, donc manger des avocats, le clitoria le soir. Est-ce qu'il y aurait d'autres techniques, d'autres choses qu'on pourrait mettre en place assez facilement? Eh bien oui, je ne sais pas si vous vous rappelez, en temps longtemps, nos grands-parents faisaient ce qu'on appelait une purge. Oui. En général, on associait la purge avec la rentrée. Oui. Et ce que l'Ayurveda explique, c'est que on est dans la période, durant le mois de septembre, surtout à la fin du mois de septembre, début octobre, où il y a un changement considérable dans l'atmosphère à cause de ce qu'on appelle l'équinoxe. L'équinoxe, c'est quand le soleil passe au niveau de l'équateur. Oui. Donc, il quitte l'hémisphère nord où il faisait très chaud pour passer dans l'hémisphère sud. Et donc, l'hémisphère nord va un peu se rafraîchir en termes de température. Et le corps humain aussi. Et je trouve ça génial parce qu'à l'époque, nos grands-parents rafraîchissaient le corps et ensuite prenaient une purge pour éliminer en fait l'excès de chaleur de notre corps. Et en Ayurveda, on préconise de faire la même chose. Donc, je sais que maintenant, les gens, les adultes qui ont connu la purge avant, ils sont un peu réticents. Dès que je parle d'huile de ricin, ça passe pas. Mais l'Ayurveda propose d'autres techniques pour faire des nettoyages, pour éliminer justement. On peut utiliser des plantes comme par exemple l'aloe vera, qui va rafraîchir et qui va aider à améliorer le transit, puisque pour nous, c'est par les sels que l'élément feu va s'éliminer du corps. Parce que dans les sels, il y a ce qu'on appelle la bile. La bile, c'est une petite substance jaunâtre qui donne la couleur des sels, qui provient du foie et qui est en fait un organe de feu. Donc, quand nos grands-parents faisaient ça, peut-être qu'ils n'avaient pas l'explication logique derrière, mais l'Ayurveda l'apporte. Et moi, je trouve ça super génial. Et donc, pour commencer l'année scolaire et faire une bonne rentrée, c'est le moment de prendre un temps pour un peu rafraîchir le corps, donc alléger peut-être les repas, favoriser les légumes verts qui vont permettre de nettoyer le sang et le foie. Ça peut être des épinards, du gombo. Ah, les épinards, oui, je sais. Oui, vous pouvez. Et puis bien vous hydrater. J'ai parlé de l'aloe vera qui est une plante assez, on va dire, que tout le monde peut utiliser. Il ne faut pas dépasser une cuillère à soupe du gel transparent. Et quoi d'autre? On ne va pas rentrer dans les profondeurs. Mais après, si on veut être accompagné par toi pour une purification, comme on dit, tout à fait. Alors, il y a deux choses. Vous pouvez passer me voir au cabinet, prendre rendez-vous à mon cabinet. Mais là, je parle comme il y a l'image qu'on montre ma cure de purification, qui est un accompagnement en ligne, en fait, que je propose. Ça fait la 3e fois que je la propose. Ça a très bien marché. Ça veut dire que vous avez une plateforme en ligne où je vous donne toutes les infos. Il y a les différentes choses à faire tous les jours au quotidien. Il y a un petit livret avec des recettes. Il y a vraiment tout un accompagnement pour vous aider à faire une petite cure de purification à la maison. J'ai également écrit un livre avec un gastro-entérologue qui parle de la digestion et on y parle aussi du nettoyage du tube digestif. Donc les troubles digestifs, c'est fini, avec le docteur Romney. Et je disais que si vous voulez un accompagnement personnalisé, vous pouvez aussi passer au cabinet et donc prendre rendez-vous au 06 90 92 46 67. 92 46 67, oui, c'est noté. Et vous pouvez visiter mon site internet où vous pouvez vous inscrire à la cure. Donc pour vous inscrire à la cure de purification, le lien d'inscription est sur mon site. Merci Madame Gomindos. Et puis on prend note, comme si la rentrée, c'est peut-être l'occasion d'aller voir Madame Gomindos. On va changer de sujet, puisqu'on va parler d'insertion. Bonjour Madame Romuald. Bonjour Monsieur Zambroni. Et quand vous venez ici, c'est qu'il y a sûrement une bonne nouvelle. Oui, mais il y a toujours des bonnes nouvelles. C'est la rentrée. Oui, on repart effectivement. Mais enfin, on n'est pas resté inactif. En juillet-août, on a continué nos activités. On a été très présents sur le Tour de Guadeloupe, le Tour cycliste de Guadeloupe. Vous avez des signaleurs, c'est ça? Voilà. Donc, on va rapidement parler de nos signaleurs. Ça s'est très bien passé. On a eu plus d'une centaine de demandes, puisqu'on avait fait un lancement appel à bénévolat pour cette action dans le cadre du dispositif Solide Active, qui est un dispositif qui permet donc d'allier insertion et bénévolat. Alors ça peut paraître curieux, mais j'explique qu'aujourd'hui on a des associations qui sont en recherche souvent d'accompagnement par des bénévoles et ont du mal à les trouver. Et ça a été le cas du comité régional de tourisme, de cyclisme, avec qui nous avons fait ce partenariat. Et donc durant le tour, des allocataires du RSA ont répondu oui à notre appel et ont été signaleurs sur le tour. Oui.
Donc, ça leur a permis d'intégrer une équipe. Donc, d'ailleurs, il y a une association des signaleurs en Guadeloupe, j'ai découvert ça. Ben oui, et ils sont en recherche de bénévoles. Et d'ailleurs, à l'issue de cette action, 25 de nos bénévoles allocataires ont intégré cette association. Donc, ça, c'est très bien. Donc, on a fait une convention de partenariat avec ce comité. On a formé ces personnes. Il y a beaucoup de conseils qui leur ont été donnés, puisque être signaleur, c'est très technique. Hein. Parce qu'il ne faut pas que les cyclistes se perdent en route. Hein. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la question de la sécurité aussi. Donc, ils ont appris quand même pas mal de choses autour de ça. Et ça nous permet, donc, nous, dans le bilan qu'on va faire très prochainement avec eux, de regarder combien d'heures ils ont engrangé sur cette activité et de les aider à remplir ce qu'on appelle en fait leur compte personnel en matière, donc vous savez, d'association. Quand les bénévoles font des heures, ils peuvent ouvrir un compte personnel où ils vont engranger des heures de bénévolat et ça peut servir demain à valider, notamment dans le cadre de démarches de validation des acquis de l'expérience, des titres ou des diplômes professionnels. Donc très bientôt, on va donc travailler ça avec nos allocataires. Et puis ce qui est important, c'est que la visibilité qu'on a donnée à cette action a donné des idées à d'autres ligues et d'autres associations qui donc, sont en train de nous solliciter pour que des allocataires participent à la sécurisation de leurs manifestations, à l'organisation de leurs manifestations. Parce qu'il y a le Tour de Marie-Galante aussi quand même. Voilà, on pourra le faire avec le Tour de Marie-Galante, mais très prochainement, là, on a été approché par une autre ligue qui fait un marathon et qui aimerait que les allocataires viennent encadrer avec eux cette manifestation. Donc voilà, cette action était très positive en tout cas auprès des allocataires qui ont participé. On espère en tout cas que le dispositif Solide Active lancer un appel aux autres associations et pour leur dire que le dispositif est là, que nous ne demandons qu'à le faire. On avait tenté aussi avec la banque alimentaire, puisque ce n'est pas propre au secteur du sport. Hein. Toutes les associations peuvent faire appel au dispositif Solide Active qui nous permet, donc, dans le cadre d'une convention de partenariat et d'une charte, bien sûr, que l'allocataire va signer, de permettre à ces personnes d'engranger des heures d'activité et surtout des compétences qui viennent enrichir le CV de ces allocataires du RSA. Alors, j'ai envie quand même de vous poser une question. Certains allocataires, ils sont venus comme signaleurs, c'est bien vu, mais souvent vous êtes venus ici, vous avez parlé quelquefois de problèmes de mobilité pour les allocataires, ils n'ont pas la possibilité de se déplacer, ils n'ont pas ni voiture, ils n'ont pas ni permis. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Alors, on a annoncé d'ailleurs sur le Tour de Guadeloupe l'opération 500 permis, qui est une volonté donc, de l'exécutif. 500 permis, alors ça s'appelait l'opération 500 permis de conduire. 500 permis de conduire, voilà. Donc, M. Guy Losbar, notre président du conseil départemental, conscient de la difficulté de mobilité auxquelles les allocataires sont confrontés, tout particulièrement les jeunes, a souhaité donc financer 500 permis à destination de ces allocataires. Alors, on a eu beaucoup de demandes. J'imagine. Il fallait mettre un petit zéro à côté du 500. On a dépassé largement, très largement, la cible des 500 permis, comme vous pouvez l'imaginer. Actuellement, nos antennes locales d'insertion sont en train de recevoir donc, les listes, puisque les personnes se sont inscrites grâce à nos ambassadeurs jeunesse durant les étapes du tour, puisqu'on nous avions un stand qui a été animé très largement par les ambassadeurs jeunesse de la collectivité, et on a donc collecté l'ensemble des personnes qui voulaient participer. Donc aujourd'hui, nous sommes en train donc de recevoir, en tout cas d'appeler tous ceux qui se sont inscrits pour vérifier déjà qu'ils sont bien allocataires du RSA. Ça, il faut être allocataire quand même. Oui, donc pas de cocagneur. Hein. Non, on ne passera pas à travers les mailles du filet. Donc il faut être allocataire avec des droits ouverts ou éventuellement être pour les jeunes. Les parents peuvent être allocataires. Ils ont ce qu'on appelle la situation d'ayant droit. Donc s'ils sont ayant droit de parents qui sont eux-mêmes allocataires et qui sont deuxième critère important dans une démarche d'insertion, et ça c'est très important, soit ils ont trouvé un emploi, ils ont décroché un emploi, mais ils ont des problèmes de mobilité, soit éventuellement ils sont dans une formation et que le centre de formation est très éloigné, que les moyens de circulation ou de mobilité ne sont pas faciles. À ce moment-là, ces personnes-là pourront donc rentrer et passer le permis. Donc après-demain, nous avons une réunion qui est programmée avec les auto-écoles qui sont en train de répondre donc, à notre appel à projet et qui vont prendre en charge ces personnes. Et donc,
À l'issue de ça, on fera un bilan global. Combien d'allocataires, qui étaient-ils, dans quelle situation étaient-ils? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un tri qui sera fait. Et puis, on verra l'année prochaine comment on reconduit le dispositif. Alors, concrètement, ça veut dire que les allocataires vont être inscrits et vont pouvoir passer au permis gratuitement. Tout à fait. Oui. C'est-à-dire que c'est pris en charge par la collectivité. Et sur tout le territoire guadeloupéen? Alors, on a des demandes qui sont arrivées de partout. Parce que la mobilité... quand on habite dans un certain centre de la Guadeloupe, on va dire, on n'a pas trop de problèmes pour circuler. Alors le centre, c'est quoi? Il y a des gens qui ne savent pas sortir. et encore, c'est pas sûr. Mais plus on s'éloigne du poumon économique de la Guadeloupe, on va dire, que représenté par Pointe-à-Pitre, même à Ouabim, puisque c'est là que quand même, on va pas se cacher les choses, que se concentre une partie de l'activité, plus on va s'éloigner de ce centre, plus ça va être compliqué quelquefois pour les allocataires de se déplacer. Je prends un allocataire qui habite le Nord-Grande-Terre, pour ne pas citer particulièrement de communes, quand il doit se rendre en formation tous les jours à Pointe-à-Pitre, ça peut être compliqué. Ou l'inverse, s'il habite Basse-Terre, il veut aller... Voilà, c'est difficile. Donc on a un partenariat, on a eu l'occasion d'en parler déjà avec vous, avec la plateforme Mobiles. Oui, bien sûr. Mobiles qui est une plateforme de mobilité solidaire, d'ailleurs qu'on va retrouver, je vous le dis rapidement, mais il y aura la semaine de la mobilité en Guadeloupe du 16 au 22, et particulièrement le 19 septembre, on aura le village des mobilités où on va présenter cette mobilité solidaire. Mobile sera avec nous pour présenter donc aujourd'hui on va dire tous les moyens qu'il y a pour se déplacer pour ces publics en difficulté. Bête. Le village de mobilité, il est mobile ou bien il est fixe? Alors ça, M. Zandrodi, je reconnais bien votre perfidie. Alors le village des mobilités sera aux Abîmes. Ah, il sera aux Abîmes, donc il est fixe. Il est fixe. Mais la semaine de la mobilité, il y a beaucoup de manifestations, beaucoup de choses qui sont sur tout le territoire national. Sur le territoire. Voilà. D'accord. Bon, alors donc, mais est-ce qu'on peut encore s'inscrire pour les 500 permis? Non, c'est fini là. Alors, nous avons. La Georges oui, là, voilà. Alors, on repartira l'année prochaine. Bon, on va. Déjà, c'est une expérimentation, je redis, c'est une expérimentation voulue par le président de la collectivité départementale, Guy Losbar. Donc, nous conduisons cette expérimentation, nous en ferons le bilan et on verra l'année prochaine comment est-ce que ce dispositif se pérennise ou pas. Il n'y aura pas 500 voitures derrière, non? Alors non, par contre, 500 voitures, non, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans le cadre de cette mobilité solidaire, on a un très gros partenariat qui arrive bientôt. Donc, on reviendra vous en parler. Ce sont des véhicules qui seront mis à disposition à des tarifs solidaires. Pas tort de poser la question. Voilà. On reviendra vous parler de ça, puisque ça sera quand même pour les allocataires un sacré bond en avant. Oui. Alors, juste on rappelle la date du salon des... le village de la mobilité solidaire, alors de la mobilité tout court, mais on parlera de mobilité solidaire, ça sera le 19 septembre, jeudi 19 septembre. 19 septembre voilà, bientôt là. Bientôt là, jeudi 19. Et en deuxième organisation, un deuxième salon, il y a un salon aussi. Alors, ça c'est beaucoup plus tard. Au mois de décembre, on aura l'occasion de lancer un peu de communication, mais 5 et 6 décembre, on aura un salon dédié donc à la solidarité, à l'insertion, à la cohésion sociale sur le territoire. Vous avez tout dit? J'ai tout dit. Bien, on vous remercie. Il est 13h26. On revient tout à l'heure pour nos derniers invités. Ce sont nos deux chroniqueuses, Nancy Duflo et Anansa Devouton. Et puis on va terminer avec l'actualité avec Iman News. Et on a un autre sujet sur le village des associations qui est tenu à Bimao. C'était ce week-end, au reportage de Stéphane André. On y revient dans un instant tout de suite. Voilà, nous sommes dans la dernière séquence du ZCL News. On va recevoir successivement Nancy Duflo. Bonjour. Bonjour. C'est une nouvelle chroniqueuse, téléspectateur aussi. Et Anansa, on revoit avec plaisir le lundi. C'est bien ça. C'est le lundi. Oui, c'est bien le lundi. C'est bien le lundi. Hein? Oui. Bon. On ne va pas vivre. Bien, alors, Nancy, c'est une community manager et elle va chaque quinzaine nous faire un petit topo sur son métier et on va en parler. Et donc tout de suite on balance son générique parce qu'elle a choisi un titre particulier, c'est comme ça. C'est ça. Bon, c'est parti.
Alors Nancy, ouais, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes donc community manager en freelance. C'est ça. C'est un métier nouveau d'ailleurs. Hein. Il y a 20 ans, ça n'existait pas. Hein. Exactement, c'est oui. ça. Oui. Et donc, vous êtes ici, vous allez nous expliquer un peu ce que c'est qu'être community manager. Alors, donc le métier de community manager, la principale mission de community manager, c'est d'améliorer la visibilité d'une entreprise sur les réseaux sociaux. Oui. Donc voilà, c'est un métier qui est nouveau, c'est un métier qui vient tout juste, qui est tout neuf, voilà. Et vous accompagnez les petites et moyennes entreprises, comment ça se passe? Voilà, donc en fait, le community manager, lui, il va en fait améliorer la visibilité d'une entreprise sur les réseaux sociaux. Il va aussi également comment dire, il va aussi également créer aussi des stratégies de communication. Oui. Il va aussi en fait animer aussi les réseaux sociaux, créer du contenu, voilà, et tout en suivant la tendance et les indicateurs de performance. Oui. Donc le community manager, oui, c'est un métier en évolution et il faut toujours en fait toujours pouvoir suivre et veiller en fait à la réputation d'une entreprise sur les réseaux. Voilà. Comment sont les rapports avec le client? C'est le community manager qui décide ou c'est le client qui demande? Comment ça se passe? Voilà. Alors en fait, le community manager, en fait, il faut commencer à faire sa démarche. Il fait sa démarche pour pouvoir en fait rencontrer la clientèle pour proposer justement ses services. Et voilà, en fait, le community manager, lui, sa mission principale, c'est en fait d'accompagner les entreprises dans leur stratégie et aussi en fait aider les entreprises à évoluer dans ce qu'ils font. Voilà, et surtout, en fait, développer leur clientèle, fidéliser la clientèle sur les réseaux. Voilà, et ça va bien plus loin aussi, d'ailleurs. Et améliorer la visibilité aussi. C'est ça, exactement. Oui. Alors, pour être community manager, j'imagine qu'il faut des compétences. Bien sûr, les compétences sont multiples. Pour être un bon community manager, le community manager doit avoir des compétences dans le marketing. Il doit être capable de concevoir des contenus qui sont attractifs, originaux. Il doit aussi avoir des compétences dans le commerce, aussi dans la vente, parce qu'il doit connaître aussi les techniques de vente. Il doit aussi connaître la cible, justement, en fait de son client. Il doit aussi également avoir des compétences en informatique pour pouvoir être capable d'utiliser les outils comme les réseaux sociaux, les logiciels, les applications qui y sont destinés. Il doit aussi également avoir des compétences dans la photo, dans la vidéo. Voilà, c'est bien chargé. Des compétences aussi dans la stratégie, c'est-à-dire dans le marketing aussi également. Des compétences dans l'analyse de données. Parce qu'il faut pouvoir rendre des comptes à son client. Il faut pouvoir dire, voilà, ça se passe comme ça, nous avons commencé ça, et donc en fait, voici les résultats. Donc, et sans oublier aussi des compétences juridiques et réglementaires. Oui, également, parce que... Ça fait beaucoup, quand même. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, parce qu'en fait, il doit connaître le droit à l'image, il doit connaître aussi la réglementation, sur tout ce qui est confidentialité, la protection des données. Donc, en fait, le métier de community manager, comme vous pouvez le voir, il est varié, mais c'est comme ça. Quels sont les médias sociaux qui sont les plus utilisés en ce moment? Alors en fait, pour l'instant... Le community manager, je parle. Pas par les jeunes, je parle pas du community manager. Alors c'est vrai que Facebook en fait reste le réseau social en fait le plus connu, le plus utilisé entre guillemets. Mais c'est vrai qu'aussi Instagram, même si on dit que c'est pour les jeunes, oui, mais aussi les entreprises utilisent Instagram de plus en plus. Oui, bien sûr, ils utilisent Instagram, ils utilisent TikTok, ils utilisent plein de choses. Hein. Oui. Donc il y a pas mal de réseaux sociaux pour permettre des entreprises de se faire connaître. Alors voilà. Est-ce que le marché en Guadeloupe aujourd'hui est déjà porteur pour une community manager? Je veux dire, est-ce que c'est un métier, vous l'avez dit, qui est nouveau? Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises, par exemple, je vois par exemple Anansa qui a une entreprise, c'est ce qu'elle fait elle fait appel à des community. Bien sûr, elle a tout intérêt, en tout cas, de faire appel à un community manager parce que, en fait, notre mission est capitale aujourd'hui. Et en fait, la seule complexité que peut rencontrer un community manager, c'est de pouvoir s'adapter aux spécificités culturelles et traditionnelles de la Guadeloupe.
et aux Antilles aussi également. Donc, le community manager, il doit être capable de détecter quels sont les consommateurs, les habitudes de consommation. Voilà. Et ce que j'aimerais rajouter aussi également, c'est que depuis le Covid, le métier de community manager a vraiment explosé. Ça a explosé. Voilà, c'est explosé. C'est devenu une tendance, en fait. Ouais, c'est devenu une mode ou bien c'est une utilité? C'est utile, c'est capital en tout cas, mais c'est devenu une tendance. C'est nécessaire, voilà. Et le community manager, lui, en fait, les entreprises, pour revenir à ce que je disais, les entreprises, eux, ils ont, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ils sont conscients de l'importance de la communication au sein de leur entreprise. Et ça, c'est depuis le Covid. Parce que 65% des entreprises, aujourd'hui, investissent dans le digital. Ça veut dire que le community manager peut aider à l'entreprise à rayonner. Exactement. Donc, voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Donc, voilà. Mais ça tombe bien. Bon, la prochaine chronique, on va entrer un petit peu plus dans les détails. Dans les détails du métier. Mais alors, quelqu'un qui vous regarde là aujourd'hui et qui n'a jamais utilisé une community manager, vous dites quoi? Alors, en fait, j'ai un message déjà par rapport à la jeunesse guadeloupéenne. C'est-à-dire, en fait, que ce que j'aimerais faire passer, c'est que n'ayez pas peur d'investir en vous, déjà. Vous avez un projet, peu importe le projet, vous voulez découvrir les nouveaux métiers qui sont en train d'arriver, les nouveaux métiers qui arrivent, justement, comme le community manager et plein d'autres aussi qui a évolué au fur et à mesure. N'ayez pas peur d'investir en vous, continuez. Si vous avez des projets, investissez en vous. N'attendez pas forcément d'avoir quelque chose, un salarié, être salarié pour pouvoir faire quelque chose de concret en Guadeloupe. Parce qu'il faut faire quelque chose de concret. Il faut pouvoir se lever un matin et se dire, voilà, j'ai fait quelque chose pour mon île. Et c'est très important. En tant que chef d'entreprise, que j'ai débuté il y a très peu, mais j'ai toujours, en fait, eu cette volonté, en fait, de faire ça. Voilà. Et le message, sans te couper, Danick, que j'aimerais faire passer aux chefs d'entreprise, c'est surtout, en fait, de ne pas avoir peur, en fait, que de pouvoir contacter les community managers. C'est le moment, en fait, d'investir dans ce milieu. Donc, voilà. Donc, voilà, il faut investir. Donc, du coup, vous pouvez me contacter par message, par email aussi également. Donc, voilà. Bien. Exceptionnellement, on va revoir ton générique. D'accord. C'est comme ça. Ah, il y a le contact. Il y a aussi mes contacts, c'est ça. Elle a tout prévu, hein, vraiment. C'est une community zéro défaut, là. Zéro défaut. Franchement, zéro défaut. En tout cas, merci, Nancy. Je t'en prie. Merci à vous. On se revoit dans combien de temps? Je crois que c'est le 27. Le 27, bon. On sera plaisir à te revoir. Déjà, 13h41. Un dernier petit sujet avant de passer la parole à Nantes. Oui, on va parler de la rentrée de l'UNSA Éducation. Donc, c'est une fédération qui regroupe 11 syndicats des métiers de l'éducation. Et ils ont pu se réunir sur le front de mer pour débattre de différents sujets, notamment le bilan de la semaine de la rentrée, les réformes et l'organisation de leur fédération sans gouvernement. On voit un reportage de Liani Valverde. C'est important pour nous de rassembler chaque rentrée parce que ça nous permet de prendre le pouls un petit peu de la situation, mais particulièrement cette année, puisque, comme vous le savez bien, nous n'avons toujours pas le ministre de l'Éducation nationale. Nous avons effectivement un Premier ministre qui a été nommé il y a 2 jours, mais pour cela, nous avons besoin de savoir exactement dans quelle situation nous sommes aujourd'hui et comment organiser nos rencontres, nos revendications pour les jours et les mois à venir. Nous vivons un moment inédit. Nous faisons une rentrée où il n'y a pas de gouvernement, le gouvernement est démissionnaire, on vient de nommer un Premier ministre, donc on ne sait pas. Donc on a appliqué certaines lois qui ont été votées l'année dernière. Mais c'est vrai que... on sait que ce sera difficile parce que les moyens vont manquer. Financièrement, on nous demande de nous serrer la ceinture parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent. Et quand il n'y a pas d'argent, ça veut dire qu'il n'y aura pas de moyens, qu'il n'y aura pas d'embauche non plus. Et même les moyens nécessaires pour effectuer notre travail, ce sera réduit. Et quand on vous demande de faire plus avec moins, comprenez, ce n'est pas évident pour nous. On peut dire bravo à tout le personnel qui a fait en sorte quand même que cette rentrée puisse se tenir, compte tenu des conditions, je dirais, géopolitiques. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ça ne veut pas dire pour autant que tout est rose, puisqu'il y a quand même des établissements, il y a encore des postes à pouvoir.
Mais ça, de toute manière, au fur et à mesure, nous allons faire le point avec l'ensemble des secrétaires généraux et voir un petit peu comment est-ce que nous allons pallier à tout cela. Il y a une surcharge de travail parce que depuis quelques années, le gouvernement a décidé de ne pas remplacer ceux qui partent à la retraite. Et bien souvent, vous vous trouvez à faire le travail de 2-3 personnes avec des tâches en plus. Donc, nous ne nous en sortons plus. Donc, nous ne savons pas comment les choses vont s'améliorer, mais je pense que, si vous voulez, le ministère l'a bien vu. Maintenant, on a mis l'accent sur les conditions, la qualité de vie au travail. On en parle de plus en plus, chose qu'on n'en avait pas avant. Maintenant, tout le temps, on parle de la qualité et hygiène de vie au travail. Donc, c'est pas pour rien. Voilà, d'ailleurs, demain, on recevra encore notre syndicaliste. Voilà, on va faire notre entrée, mais avec notre graine de créateur, parce que ça est là, générique, et on lui dit bonjour. Bonjour et merci d'être là. En attendant d'être autre part, mais enfin, tu es là aujourd'hui. Alors, donc, c'est la rentrée. Oui, c'est la rentrée. Alors, je vais déjà dire bonjour à tout le monde et je suis encore plus ravie que vous d'être là aujourd'hui. J'ai eu une première session l'année dernière, donc du coup, c'est ma deuxième année. Oui. Et je suis très contente d'être là. Et je ferai encore mieux que l'année dernière. Oui. Alors, déjà, pour cette rentrée, pour Graines de Créateur, j'ai concocté pas mal de choses pour l'année. Donc, c'est même déjà programmé et j'ai hâte que vous découvriez parce que ça sent déjà super sympa. Et j'espère que vous allez apprécier. En plus d'être chroniqueuse, je suis aussi présidente de des associations et de plusieurs entreprises dans des secteurs aussi variés les uns que les autres. Donc, j'ai décidé de tout mettre à votre service et de tout partager avec vous pour cette saison. Alors, c'est rayonner pour créer. Pourquoi? Alors, tout d'abord, la création, c'est la genèse de tout. Et quand on parle de création, comme graine de créateur, hein, c'est la capacité de créer, de création qu'on a tous plus ou moins, et plus ou moins consciemment. Alors je dis plus ou moins consciemment parce qu'on n'est pas toujours conscient de notre pouvoir de création. Et j'insiste sur le mot pouvoir parce que c'est quelque chose qu'on développe, mais c'est aussi une capacité qu'on a tous chez nous et qu'on doit pouvoir développer pour pouvoir créer. Créer, c'est une énergie, c'est ça? Alors, créer, c'est une capacité ou ça peut devenir une compétence. Mais en fait, c'est quelque chose qui est déjà chez nous et dont on n'est pas toujours conscient. Mais en fait, tout le monde crée. Aujourd'hui, on a une page blanche, on écrit une phrase, on a créé un mot. Mais alors, quand on ne rayonne pas, qu'est-ce qui se passe? Avant de rentrer dans ce qui ne rayonne pas, quand on crée, on a une idée qui émerge. Donc, qui dit idée qui émerge, où on a une petite pensée ou quelque chose qui va faire une petite étincelle au niveau du cerveau. Et on appelle ça des connexions neuronales. Donc, quand les deux synapses vont se rejoindre. Et en fait, souvent, c'est imagé dans les dessins animés ou dans les bandes dessinées par une ampoule. Et c'est pour ça qu'on a eu sur l'idée de la lumière, du coup, de rayonner. Et quand je veux parler de rayonnement, on va revenir sur une histoire de visibilité, de vision. Donc, on va revenir sur la partie community manager. Avec la community, on peut rayonner. Mais oui, ça tombe tellement bien. Oui, elle fait rayonner. Je l'ai écouté tout à l'heure, je me suis dit, wow, ça tombe très bien. Là, c'est qu'en fait, la lumière, pour créer, va nous permettre de pouvoir avoir une vision sur l'idée qui vient d'émerger et pouvoir la mettre en action. Oui. Le fait de rayonner va plus loin que la lumière, parce qu'en fait, quand on va rayonner, on va voir beaucoup plus loin, à moyen ou long terme. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir être plus confiant dans l'idée qu'on a et plus facilement se mettre en action. Alors, qui peut te faire rayonner? Déjà, toi-même. Ah bon? D'ailleurs, la seule personne qui a ce pouvoir-là, c'est toi-même. Ah, d'accord. Complètement. C'est pas le voisin ni la voisine? Le voisin, non, c'est pas possible. D'accord. Ton environnement va pouvoir, à un moment ou un autre, le jour où tu ne seras pas au top ou pas en forme, t'apporter une étincelle, te guider. Mais tout dépendra de l'environnement que tu as mis en place. Parce que si ton environnement est aussi éteint que toi-même au moment où tu le demandes, tu seras dans l'obscurité totale. Donc, c'est surtout toi qui peux t'éclairer. D'ailleurs, tu es le seul à avoir ce pouvoir-là. J'ai envie de rayonner. Comment je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Donne-moi le mode d'emploi. Eh bien, déjà, il faut prendre le pouvoir sur soi-même. C'est tout. En fait, je dis c'est tout parce que du coup, j'ai conscience de tout ce qui est derrière. Mais en fait, il faut prendre le pouvoir. Pour pouvoir rayonner,
il faut qu'on soit conscient de sa lumière, mais il faut être aussi conscient de son ombre. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu ne sais pas qui tu es à l'instant T, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas en tout cas aller vers ce que tu tends vouloir être. Et une fois qu'on brille, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, une fois qu'on brille, alors souvent, il y a des gens qui se disent que ils veulent atteindre le summum, atteindre la lumière, genre comme si c'était un Saint Graal. Plus haut Sauf niveau. que même si tu l'as atteint un jour ou un autre, en fait, ce n'est pas quelque chose de constant. C'est quelque chose qui est plutôt aléatoire. Et souvent, les gens sont plutôt déçus de redescendre. Mais en fait, la lumière n'existe pas sans l'obscurité. L'obscurité n'existe pas sans la lumière. Tu sors de l'ombre, tu passes dans la lumière, c'est ça? Oui. Mais en fait, c'est plutôt progressif, heureusement, parce que ça serait plus, ça éblouirait plutôt. Ça serait un peu plus brutal. Mais l'ombre et la lumière, ça s'équilibre? Ça s'équilibre. Et d'ailleurs, c'est tout le jeu en fait, de la vie, c'est accepter sa part d'ombre, accepter sa part de lumière, accepter aussi pour pouvoir briller plus qu'il y a des moments d'ombre qui vont nous permettre de progresser et d'avoir plus de visibilité sur le reste et pouvoir choisir une direction après. D'accord. Et il y a des solutions pour ça Alors, il y a des solutions, mais avant de... Alors, je voulais parler quand même de... Je vais vous passer une petite vidéo. Oui, mais en fait, il y a pas mal de solutions. C'est d'abord des... Non, je préfère laisser passer la vidéo. On passe la vidéo d'abord? On va passer la vidéo. C'est parti. Alors, bonjour, c'est Anansia de Vaudan. Je suis coach en développement personnel. Aujourd'hui, c'est Coaching GPM que je représente, qui accompagne les Miss Univers pour leur préparation, pour leur élection prochaine. Donc, on a parlé de confiance en soi, de responsabilité, du pouvoir de la responsabilité, des émotions, la gestion du stress. Voilà, donc du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir à les accompagner là-dessus. J'ai partagé aussi l'aventure avec plusieurs autres personnes qui ont travaillé avec moi. Et j'espère que j'ai pu apporter tout ce que je pouvais leur apporter aujourd'hui et que leur aventure se passe bien. Bonjour, je me présente, Coralie Desplan. À l'occasion de l'aventure Miss Univers, j'ai eu l'occasion de participer du coup à l'atelier d'aujourd'hui. Un atelier très enrichissant, mais surtout très émouvant. Les larmes ont coulé, ça fut un moment très agréable. Ça m'a permis de me recentrer un petit peu sur mes blessures que j'ai décidé de refouler. Et je trouve que ça a été un moment pour moi de lâcher prise. Je m'appelle Naya Granger, je suis la candidate numéro 2 à l'élection de Miss Univers Guadeloupe. Dans le cadre de cette élection, nous avons eu la chance aujourd'hui d'être accompagnés par notre coach Anansa dans le cadre d'un coaching PNL. Donc ça a été une première pour moi, ce qui était très enrichissant et j'en ressors assez libérée, assez détendue pour la suite de cette aventure. Donc je la remercie et j'ai hâte de voir la suite. Hello tout le monde, je suis Priscille Adolphe. Donc aujourd'hui on a vécu un atelier vraiment profond. Je pense que c'est une aventure inédite. C'est la première fois que je vois qu'on rentre dans quelque chose de spirituel et d'énergétique et je me sens vraiment à l'aise et je suis dans mon élément. Merci à tous nos coachs. Et ça se passe où? Ça se passe à Bouillante et à Basse-Terre. Mais du coup, d'abord, ça se passe le 23 octobre à Bouillante, de 8h à 11h. Et le repas et les boissons, sauf bien sûr, sont inclus. On est à 110, mais par contre, j'ai prévu un cadeau pour les 10 premiers qui vont appeler après l'émission. Ils l'auront à 90 €. Ah bon? Ouais. Alors, il faut redire ça pour les gens. Oui? Alors, donc, les 10 premiers. Alors, pour profiter du même atelier que j'ai proposé pour les Miss Univers, juste avant leurs élections, ce sera le 23 octobre à Bouillante, de 8h à 16h, à Bouillante. Oui. Et du coup, les personnes qui vont appeler après l'émission, et les 10 premières personnes pourront profiter du tarif exceptionnel de 90 €. Quel téléphone on appelle? 06 90 35 68 46. Donc vous appelez, peut-être vous pouvez gagner le mot de la fin? Alors le mot de la fin, c'est une citation que j'ai proposée aux filles justement, juste avant l'élection, pour être consciente de la lumière, le rayonnement et la vision. Ne brille pas pour éblouir, brille pour inspirer. Bien, ne brille pas pour éblouir, brille pour inspirer. On a bien noté. Voilà, avant de terminer, on revient à Bémao. Bémao, il y avait donc, je vous l'ai dit, le village des associations. Reportage Stéphane André, on regarde. Ce samedi 7 septembre 2024 s'est déroulé dans la ville de Bémao le village d'inscription aux activités culturelles et sportives.
village dans lequel nous pouvons retrouver les différents clubs et associations sportives et culturelles de la ville de Bemao. On a reçu l'invitation assez tôt afin de nous préparer, mais il faut savoir que chaque année, nous sommes conviés à cette manifestation et c'est avec grand plaisir que nous sommes présents pour cet événement, puisque c'est l'occasion pour nous d'être à la rencontre du public, des plus jeunes et des moins jeunes. Donc pour nous aussi, c'est un moyen pour faire connaître l'escrime, qui est une discipline sportive assez particulière, mais surtout très riche en termes de valeurs et en compétences physiques et intellectuelles. C'est vrai que nous avons pendant plus d'un mois travaillé sur l'événement, recensé les associations disponibles volontaires pour ce village et mettre à jour notre annuaire aussi. Et du coup, ça nous a permis de recueillir une 60aine d'associations aujourd'hui sur 3 niveaux, depuis devant la mairie, la petite esplanade au niveau de la bibliothèque et aujourd'hui sur tout le bord de mer, afin qu'elles présentent leur activité, qu'elles présentent leur programme, leur calendrier, qu'elles fassent un peu les VRP de leur activité, histoire qu'on puisse choisir, je veux faire du foot, quel club, je veux faire du karaté, du judo, tiens, je me dirige où, je veux faire de l'équitation, je veux pratiquer tel instrument, je veux inscrire mon enfant à de l'exploration sonore, de l'éveil musical. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on a un beau panel sur tout ce village pour présenter les activités aujourd'hui à la population bémaotienne. Voilà, il va être 14h, mais on fait un rappel des titres avec Human News, c'est parti. Au niveau des titres, nous avons parlé du deuxième rassemblement contre la vie chère au Leclerc-Gosier, donc organisé par le R, qui est donc ce nouveau rassemblement issu de la Martinique, qui nous permet de se mobiliser contre cette vie chère. On a aussi parlé de Capesterre-Belle-Eau qui a honoré à la fois la centenaire Madame Beuve, qui a eu ses 106 ans, et aussi une soirée organisée sur Capesterre-Belle-Eau aussi en l'honneur de Gisèle Pineau, donc cette romancière qui a pu inspirer la jeunesse. Et on a vu terminer avec la rentrée de l'UNSA Éducation au front de mer pour parler de cette rentrée et des perspectives. Voilà, depuis le début du ZCL aujourd'hui, nous avons reçu Olivier Ramaille, le président de Tutsigram et Gopio Caraïbes. Il nous a parlé bien évidemment de la visite de l'ambassadeur, de tout ce qui se passe autour, et il a annoncé la Diwali. Ce soir le 26 octobre, on aura l'occasion d'y revenir. On a reçu aussi Catherine Nourou-Mual, directrice générale adjointe de l'insertion, parce que le conseil départemental a lancé une opération 500 permis. Ce n'est pas la peine de vous inscrire, de vous bousculer, il n'y a plus de place, c'est fini. Mais il y aura peut-être une deuxième opération l'année prochaine, on l'a dit. Et elle a parlé aussi des signaleurs qui ont fait le tour de la Guadeloupe. Linda Gobindos, qui est praticienne de médecine ayurvédique, était avec nous. Elle a donné quelques conseils pour la période actuelle. Manger de l'avocat, c'est ça? Oui, beaucoup d'avocats, c'est bon, ça permet de résister à la période actuelle. Et puis Nancy Duflo, qui est encore là, la nouvelle chroniqueuse, nous a parlé du métier de community manager volume 1, puisqu'il y aura une suite. Puis on a terminé avec Anansa Desvoutons, qui est chef d'entreprise, mais aussi qui est organisatrice et qui nous a donné un rendez-vous, c'est le 23. Le 23 octobre. À Bouillant, sur la plage ou bien dans... C'est privé. C'est secret. Et il y a quelque chose à gagner, c'est ça, les 10 premiers qui... Les 10 premiers profitent de l'offre à 90 €. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie d'être aussi nombreux comme tous les midis avec nous. On se retrouve demain avec, bien sûr, Human News. Elle ne sera pas en safran, non, je vais changer de couleur. Ah, elle va changer de couleur, oui. Elle ne sera pas en curcuma demain. Non. Bon. Voilà, eh bien, la réalisation était assurée par Yann depuis vendredi, depuis qu'on est revenu, c'est lui qui est là, avec le soutien de nos deux alternants, bien sûr, Ivans et aussi Stéphane. Et puis il y avait même une alternante de Nancy qui l'a attendue pendant 1 heure, la courageuse. Et on l'a saluée. Elle s'appelle comment? Mélissa. Mélissa. Merci Mélissa d'être venue. Et bon courage. Allez, voilà. Ciao, bye bye, à demain à la même heure.